Pour cette table ronde consacrée à l'efficacité des dispositifs d'aide à la rénovation énergétique, manifestement une question d'actualité, une question qui vous intéresse tous. Ça se voit clairement au vu du nombre que vous êtes. Quel bilan peut-on faire des aides existantes? Comment peut-on améliorer les dispositifs? Autant de questions auxquelles nous allons là aussi essayer de vous apporter des réponses. Et donc pour cela, j'invite à me rejoindre sur l'estrade Pascal Housset, qui est président de l'UMGCCP, l'Union des métiers du génie climatique et de la couverture et de la plomberie, donc membre de la FFB. Florence Liévin, qui est présidente du GPC2E, beaucoup d'acronymes, veuillez m'en excuser, c'est toujours difficile de les prononcer d'un trait. Groupement des professionnels des certificats d'économie d'énergie. Mathilde Pierre, chef du bureau des économies d'énergie et de la chaleur renouvelable à la Direction générale de l'énergie et du climat, la DGEC. Jean-Claude Rancurel, président des métiers de la plomberie, du chauffage et de la couverture à la CAPEB. Christophe Thébault, vice-président de l'AFPAC. Et enfin, Florian Vaujany, qui est chargé de mission au service des politiques d'adaptation et de la rénovation énergétique de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Merci à vous toutes et tous d'être là. Je pense que je vous propose qu'on les applaudisse. Alors effectivement, beaucoup d'acronymes. Là, vous êtes 6 personnes à table. Je crois que j'ai dit à peu près 6 acronymes pour chacun, l'un pour chacun d'entre vous. Donc vous pourrez éventuellement repositionner les uns et les autres quels sont vos organismes et leurs spécificités. Sauf peut-être vous, Christophe Thébault, l'AFPAC, tout le monde connaît, l'Association française de la pompe à chaleur. L'AFPAC, c'est clair pour tout le monde. Voilà, puisque vous êtes l'hôte de ces lieux et de cette journée. Mais pour commencer, justement, vous donnez la parole pour planter le décor. Effectivement, vu de l'AFPAC, quel bilan, quelle efficacité des aides à la rénovation actuelles, et notamment, s'agissant tout particulièrement des pompes à chaleur. Alors tout à fait, peut-être en introduction et pour planter le décor, revenir un peu sur à la fois le marché historique de la pompe à chaleur. Alors quand on parle des aides, on parle beaucoup de la pompe à chaleur hydraulique, qu'elle soit aérothermique ou géothermique. Donc à la fois replanter le décor, revenir sur l'évolution du marché en fonction des mécanismes d'aide, et puis aussi partager en tant qu'AFPAC ce qui nous semble être le rôle de cette pompe à chaleur hydraulique dans la rénovation énergétique. Alors si on commence par la partie marché et qu'on regarde un peu dans le rétroviseur. Si on se remet il y a un peu plus d'une dizaine d'années, le marché de la pompe à chaleur hydraulique, c'était 50 000 pompes à chaleur par an au début des années 2010. Pour se remettre ça en perspective, 50 000 pompes à chaleur par an, c'est moins de 10% du marché des solutions sur boucle à eau, qui comprenait à l'époque pompes à chaleur et chaudière. Donc c'était un marché de niche. On avait déjà des mécanismes d'aide, on avait des crédits d'impôt, alors qui variaient tous les ans, mais on avait déjà des mécanismes d'aide. Mais globalement, on avait un marché de niche et donc qui ne jouait pas son rôle dans la décarbonation il y a une dizaine d'années. La première évolution qu'on voit sur le marché, pour rappel, c'est pas des mécanismes d'aide, c'est la réglementation thermique 2012, qui là, globalement, fait bouger le marché, puisque si on se met quelques années après son application, 2015-2016, on a un marché qui est passé de 50 000 à 100 000 pompes à chaleur hydrauliques par an. Donc on voit déjà une évolution du marché, mais qui est liée à la réglementation. Et puis il faut attendre 2019-2020, avec l'apparition de mécanismes, je pense qu'on peut dire efficaces, puisque avec la mise en place du coup de pouce C2E, le coup de pouce chauffage, donc en 2019, et puis l'arrivée derrière de MaPrimeRénov', eh bien, on a un marché qui va passer de 80 000, 100 000 pompes à chaleur par an à pratiquement 180 000 en 2019. 2020, l'année Covid, donc avec quand même quelques mois de confinement, c'est un marché qui reste quasi stable. Donc on peut quasiment dire que c'est un marché qui a continué à progresser. Et puis si on regarde derrière, 2021 et 2022, c'est un marché qui est monté à 250 000 pompes à chaleur par an, puis quasiment 350 000 pompes à chaleur par an. Donc on voit bien, quand on a des mécanismes d'aide qui sont efficaces dans la durée, ça a un impact sur le marché de cette pompe à chaleur. Et donc ça a un impact sur la décarbonisation du bâtiment, puisque je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit dans la première table ronde, qui nous montre que c'est un outil majeur pour décarboner. La pompe à chaleur est un outil majeur pour décarboner le bâtiment. Alors ça, c'est effectivement des chiffres qui sont plutôt encourageants, sauf qu'apparemment, depuis, c'est pas forcément sur les mêmes tendances.
Alors effectivement, le maître mot de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est stabilité, facilité des mécanismes, enfin facilité de compréhension des mécanismes, et puis surtout perspective. Et donc effectivement, depuis quelques mois, qu'est-ce qu'on voit ? On voit des mécanismes qui sont appelés à évoluer, qui ont manifestement créé un peu de perturbation dans la lecture de ces mécanismes, et du coup on a un marché qui s'est je reprends les chiffres de François Deroche, notre président, qui s'est ralenti sur la fin de l'année 2023 et puis qui sur le début 2024 est quasiment à l'arrêt en fait. Donc en fait c'est effectivement des impacts extrêmement forts, d'où le besoin d'avoir des mécanismes extrêmement efficaces et dans la durée. Alors avant qu'on parle effectivement de la manière dont on pourra optimiser les mécanismes, ou dont on pourrait, parce qu'on va parler quand même conditionnel encore à l'heure qu'il est, peut-être faire un état des lieux déjà de ce qui existe effectivement et des dispositifs qui ont fonctionné manifestement, vous le disiez Christophe. Avec vous Mathilde Pierre, donc je le disais, vous êtes chef du bureau des économies d'énergie et de la chaleur renouvelable à la DGEC, la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, donc le ministère de la transition écologique est désormais en co-répartition, co-tutelle avec le ministère des Finances et de l'Industrie. Effectivement, pour une partie des missions, oui. Très bien. Et donc avec vous, peut-être faire un premier éclairage peut-être sur les monogestes. Donc effectivement, on voyait qu'ils étaient deux types d'aides, rénovation globale, monogestes. Qu'est-ce qu'il y en est du point de vue des monogestes ? Oui, effectivement. Donc, bonjour à tous. Je vais partager avec vous un petit bilan des aides et puis un point sur leurs évolutions. Donc, tout d'abord, comme vous le savez tous, la pompe à chaleur est très fortement aidée dans les systèmes d'aide actuels puisque c'est une technologie majeure pour décarboner le bâtiment. On a deux grands dispositifs qui aident les pompes à chaleur, les C2E et MaPrimeRénov', et qui se complètent. Donc, vous avez à l'écran le bilan des aides C2E dans le cadre du coup de pouce chauffage. Donc on voit sur ce graphe en fait en bleu l'installation de pompes à chaleur et en vert l'installation de chaudières ou de poêles biomasse. On voit que la pompe à chaleur est quand même la technologie qui est majoritairement installée dans le cadre de ce coup de pouce chauffage qui permet en fait de remplacer des équipements aux énergies fossiles par des équipements d'énergie renouvelable. On voit qu'on est sur une dynamique d'installation assez forte. C'est environ 145 000 installations en 2023. Avec toutefois un ralentissement sur le second semestre qui rejoint ce qu'évoquait Monsieur Thébault. Côté MaPrimeRénov', on a aussi une dynamique forte dans les aides par geste, puisque c'est le premier geste aidé avec environ 140 000 dossiers. Ça représente près de 500 millions d'euros d'aide. Donc, comme l'évoquait tout à l'heure Diane Simiou, au total, c'est 1 milliard d'euros d'aide C2E plus MaPrimeRénov' qui vont à l'installation de gestes de pompes à chaleur. Et à cela s'ajoutent les pompes à chaleur, bien sûr, pour l'eau chaude sanitaire, donc les chauffe-eau thermodynamiques. Donc avec des niveaux d'aide qui sont pas négligeables dans tous les cas et qui se cumulent avec les C2E. Donc ça, ce sont deux dispositifs d'aide qui sont par geste, qui sont bien rodés, qui existent donc pour le coup de pouce chauffage depuis 2019 dans une version qui est relativement stable. Donc voilà, pour nous, c'est vraiment des dispositifs importants pour l'installation de pompes à chaleur, par ailleurs qui sont très efficaces, puisque comme l'observe l'Observatoire national de la rénovation énergétique dans ses rapports, ce sont des aides parmi les plus efficaces en termes d'abattement de CO2 ou d'efficacité énergétique. Et par ailleurs, c'est des aides qui permettent de rendre l'installation de pompes à chaleur RO rentable pour les ménages sur la durée de vie de l'équipement par rapport à des chauffages fossiles. Donc c'est vraiment des dispositifs, à notre sens, qui sont efficaces. Depuis 2024, on a une réforme qui est entrée en vigueur et qui s'est basée donc, sur les travaux de planification écologique. Donc, dans le cadre de cette planification écologique, on a fait un certain nombre de modélisations pour regarder comment on peut atteindre nos objectifs climatiques, à la fois à échéance 2030 et à échéance 2050. Et la conclusion de ces travaux, c'est qu'il faut travailler sur deux axes, à la fois sur la rénovation d'ampleur globale des maisons et des logements de manière plus générale, parce qu'il faut réduire nos consommations énergétiques et il faut également, en parallèle, agir sur la décarbonation des modes de chauffage. On a vraiment besoin de mener les deux de front parce que l'ampleur de la marche d'ici 2030 est telle qu'il faut... en fait, on n'a pas le temps de décarboner uniquement via des rénovations d'ampleur. Il faut aussi décarboner via des simples changements de chauffage. Donc ce constat en fait a conduit à réformer le dispositif d'aide MaPrimeRénov' en deux piliers. Je laisserai Florian Vojani parler un peu plus du sujet rénovation d'ampleur, mais donc un pilier rénovation d'ampleur et un pilier pour la décarbonation du chauffage par geste, avec l'idée
que les passoires énergétiques, donc les logements qui consomment le plus, s'orientent d'abord vers la rénovation d'ampleur, puisque c'est là qu'il y a le plus de gains énergétiques à réaliser, et c'est aussi une manière de lutter contre la précarité énergétique, et que les autres logements s'orientent vers du changement de chauffage. Donc ça, c'est une réforme qui est entrée en vigueur au 1er janvier. Récemment, les ministres Christophe Béchu et Guillaume Kasbarian ont annoncé des assouplissements dans la mise en œuvre de cette réforme, qui va être un peu plus progressive que prévu initialement. Donc, ils ont notamment prévu qu'il y ait une période pédagogique pendant toute l'année 2024, c'est-à-dire qu'il sera toujours possible pour les passoires énergétiques de remplacer leur système de chauffage. Par ailleurs, il n'y aura pas de DPE qui sera demandé pour les aides au changement de chauffage. Et enfin, il sera possible de réaliser des monogestes d'isolation, donc comme c'était le cas en 2023, également pendant l'année 2024. Donc il y a un assouplissement pour une mise en œuvre un peu plus progressive de la réforme. Mais ce qu'il faut aussi retenir dans le cadre de cette réforme, et pour aussi souligner l'importance de garder, on va dire, des changements de chauffage, enfin ce pilier de changement de chauffage, c'est qu'on a augmenté aussi les aides aux pompes à chaleur dans le cadre de cette réforme, plus 1 000 à 2 000 euros pour les ménages concernés. Donc ce qui aboutit en fait au niveau d'aide que vous avez à l'écran. Des niveaux d'aide qui ont été encore augmentés. Et donc c'est pour nous essentiel qu'il y ait, malgré donc la dynamique qui se ralentit, qui est vraiment un message qui soit passé aux ménages que ces aides existent et qu'elles sont renforcées et qu'elles sont efficaces pour décarboner les logements. Merci à vous. Et donc effectivement, pour enchaîner avec les rénovations, je vais y arriver, excusez-moi, d'ampleur, avec vous, donc Florian Vojani de l'ANA. Je crois que vous avez également quelques slides pour nous expliciter donc la situation et surtout les évolutions en cours. Oui, en fait, je voulais revenir un petit peu sur les évolutions qu'il y avait eu notamment sur ce début d'année. Alors, en fait, on parle, comme ça on va afficher la diapo. Finalement, n'hésitez pas hein, quand vous avez des diapos à me dire, parce que je ne suis pas forcément complètement au top sur la synchro. Il faut le voir, voilà, c'est pas uniquement deux produits en fait, à destination du public, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une offre de souplesse pour le public. C'est-à-dire que je rappelle que l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, c'est un opérateur de l'État qui a comme vocation, notamment sur le périmètre des dispositifs d'aide, de distribuer finalement de l'argent. Donc il y a une expérience, il y a une nécessité d'être assez simple et sécurisant en fait pour le public, et il me semble que justement l'offre qu'il y a sur MaPrimeRénov', en fait elle a cette vocation, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aussi au type de projet qu'on a en tant que bénéficiaire. Je suis un particulier, j'ai des besoins qui sont liés à mon logement, qui sont liés à ma personne, et en fait l'ensemble de l'offre sur MaPrimeRénov', en fait elle a cette vocation. Donc Mathilde Lepierre a évoqué notamment la partie, alors c'est MaPrimeRénov', on l'appelle un peu dans le jargon par geste, décarbonation, enfin voilà, donc c'est un financement en fait finalement aux travaux. Mais moi je voulais insister sur le parcours où il y a eu un changement assez notable en fait, finalement sur 2024, c'est le parcours rénovation d'ampleur. Donc la rénovation d'ampleur, je rappelle, c'est une rénovation d'ambition qui est accompagné. Donc les conditions, les changements en fait qui sont assez importants pour un certain nombre de publics, c'est que là on est sur une logique non pas forfaitaire, je finance par travaux, mais je finance par un pourcentage de travaux. Et on a une notion d'accompagnateur. Donc je reviendrai un petit peu dessus. Mon accompagnateur Rénov', c'est une obligation dans le cadre de ce parcours qui a pour vocation de sécuriser le particulier et de l'amener vers vers une ambition plus importante. Je voulais aussi évoquer, donc là c'est quand même une des nouveautés, j'imagine que ça c'est un sujet qui va être évoqué, c'est-à-dire que c'est l'ANA qui mobilise en fait les C2E, qui valorise les C2E dans le cadre de la fiche barre qui devient 174, sur la fiche rénovation globale. Donc ça aussi, on pourra peut-être l'évoquer, mais c'est une manière aussi de sécuriser aussi le bénéficiaire, sachant que c'est quelque chose qui existait déjà. Dans MaPrimeRénov' Sérénité, entre 2020 et 2022, c'était déjà un dispositif qui était déjà accompagné et qui était valorisé sur les C2E. Donc c'est pour revenir à la question de l'efficacité en fait, des aides, je pense que point par point, de la manière dont on le présente, on va montrer aussi que finalement l'efficacité du dispositif d'aide, elle se mesure à la
performance finalement des résultats par rapport aux moyens qui étaient existants. Donc on voit bien qu'il y avait des choses qui étaient existantes en fait dans le cadre de l'ensemble de ces dispositifs. MaPrimeRénov' Sérénité, c'était déjà un dispositif à destination des revenus très modestes et modestes. Elle avait cette vocation déjà performantielle, accompagnement, valorisation des C2E, amener vers des travaux de décarbonation. C'était déjà en fait des choses qui étaient déjà en place. Donc voilà, pour faire le lien un petit peu avec la thématique de l'atelier. Diapo suivant, peut-être que je vous montre un petit peu le détail en fait de ce que c'est cette rénovation d'ampleur. Donc quand je suis un particulier, les conditions en fait techniques pour y rentrer, c'est un minimum de 2 gains de classe de performance énergétique. Donc ça, c'est le point d'entrée. Et plus mon projet est ambitieux, plus je peux aller mobiliser un plafond de dépenses éligible important. Donc par exemple, pour les gains de performance qui sont très importants, on peut aller mobiliser 70 000 € sur des montants hors taxes. Et selon le type de bénéficiaire que je suis, j'ai un taux de financement qui est plus important. Donc on est vraiment sur un fléchage quand même, sur un public qui a le plus besoin justement d'être accompagné et d'être aidé sur ces dispositifs. Ce à quoi on peut même monter en fait à quasiment des 100% de mobilisation d'aide, puisqu'entre la bonification sortie de passoire, c'est-à-dire que je suis en entrée de parcours, je suis catégorie FG et je sors de sortie de passoire en faisant mes gains, j'ai une bonification qui me fait monter de 10 points sur le pourcentage. Et il y a la possibilité également des collectivités de pouvoir combler ce reste à charge sur l'ensemble du TTC, ce qui permet d'accompagner au mieux les bénéficiaires. Sur les conditions, sur les conditions techniques, il y a le passage obligatoire de passer par un audit énergétique. Donc c'est l'accompagnateur qui va être l'acteur majeur un petit peu là-dedans. Et il y a aussi des conditions sur les systèmes de chauffage, puisque l'objectif c'est de favoriser les dispositifs qui sont axés sur les énergies renouvelables, décarbonés, au détriment plutôt des systèmes, des systèmes fossiles, comme le fioul ou le gaz. Ça, peut-être qu'il y aura des questions un petit peu là-dessus, mais c'est un petit peu la logique du dispositif. Une autre souplesse aussi qui existe, c'est la possibilité, je ne sais pas dans quelle mesure c'est vraiment connu, c'est la possibilité de le faire par étapes, de procéder par étapes sur cette rénovation énergétique. Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est un point important, qui permet d'offrir de la souplesse justement dans les projets qui ont besoin de mobiliser les particuliers. J'ai une dernière diapo, comme ça permettra de conclure ma petite intervention. Donc, qui dit rénovation d'ampleur, c'est tout petit, il y a plein de cartes partout, qui dit rénovation d'ampleur dit mon accompagnateur rénov'. Donc, mon accompagnateur rénov', qu'est-ce que c'est? C'est des acteurs, pareil, je reviens, c'était des acteurs qui existaient déjà sur un certain nombre de territoires. Les opérateurs de l'ANA que vous pouvez connaître classiquement, Urbanis, Solia, Citémétrie, étaient déjà finalement des accompagnateurs Rénov' qui existaient, qui accompagnaient les particuliers. Aujourd'hui, pour rentrer dans ce dispositif 2024 rénovation d'ampleur, il faut se faire agréer auprès de l'ANA. Ça se passe en territoire, au niveau des conseils régionaux de l'habitat et de l'hébergement. L'agrément, il se fait sur les territoires, mais au niveau national. C'est-à-dire que je fais une démarche pour me faire identifier localement, mais mon agrément vaut national. Et donc on voit bien la dynamique, parce qu'il y a eu beaucoup de questions justement sur la question, est-ce qu'il y aura suffisamment d'accompagnateurs pour accompagner cette rénovation énergétique? Aujourd'hui, on en est un petit peu à ces valeurs. Alors, on ne voit pas bien, mais je vais vous les restituer. Mais on a 440 structures, ce qui correspond à 3000 équivalents temps plein aujourd'hui qui sont déjà agréés d'accompagnateurs Rénov'. Et aujourd'hui, on en a 600 structures qui sont en cours d'agrément. Donc majoritairement, j'anticipe un peu la question, majoritairement, ça a été des opérateurs du public, structures d'OPA, opérateurs, collectivités, Espace Conseil France Rénov' qui ont fait la jonction en 2024. Mais aujourd'hui, on a plus la moitié, voire les 2 tiers qui sont des professionnels, artisans RGE, auditeurs énergétiques, beaucoup d'architectes qui composent en fait justement ces demandes d'agrément. Donc voilà, donc ça c'est, on pourra détailler la mission de l'accompagnateur Rénov', mais c'est pour vous montrer un petit peu le panel sur la réno d'ampleur. Alors, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions, effectivement, sur toutes les informations que vous avez données. C'est vrai qu'elles ne sont pas forcément toujours très, très lisibles, enfin, très facilement assimilables. Il faut voir que la courbe monte, qu'on est sur les bonnes tendances, justement, d'agrément et que les équivalents temps plein, voilà. Et la répartition aussi géographique. Bon, il ne faut pas tenir compte forcément des couleurs, puisqu'en fait, la couverture, aujourd'hui, est nationale, avec des disparités, effectivement, actuellement sur des agréments. Mais c'est aussi... Très bien, je pense qu'on reviendra sur les questions des tendances. En tout état de cause, dans ce premier tour de table, effectivement, revoir avec vous Florence Liévin. Donc, vous êtes présidente du GPC2E, le groupement des professionnels et certificats d'économie d'énergie. Alors déjà, peut-être rappeler le rôle de ces professionnels des certificats d'économie d'énergie, et puis comment est-ce que leur rôle a évolué, finalement, au vu de tout ce qu'on a vu, de tout ce qu'on a entendu, les évolutions des dispositifs d'aide, et puis l'objectif étant évidemment d'accompagner la rénovation.
Merci beaucoup. Oui, on est des opérateurs, des spécialistes de l'efficacité énergétique. Alors C2E comme certificat d'économie d'énergie, mais la plupart d'entre nous ont aussi la casquette d'être mandataires. MaPrimeRénov'. L'idée, c'est quoi? C'est d'accompagner l'ensemble des clients, des consommateurs, qu'ils soient privés ou publics, dans la facilitation de leurs économies d'énergie au travers d'un mécanisme de financement le plus facile. Moi, je voudrais revenir dans un premier temps sur le titre de cette conférence, l'efficacité des dispositifs d'aide. Moi, je suis rassurée dans un premier temps, plutôt une bonne nouvelle. Madame Pierre et Monsieur Eugénie nous l'ont dit, des aides, il y en a. Il y en a, et je dirais même quelque part que vous êtes chanceux, voire nous sommes chanceux, puisque comme ça a été mentionné, finalement, sur la pompe à chaleur, c'est le dispositif au niveau du génie climatique qui est le plus aidé à l'heure actuelle, qui a eu une revalorisation sur MPR, contrairement à d'autres dispositifs d'énergie décarbonée. Et puis sur les C2E, on a parlé du fameux coup de pouce, là on a quelque chose d'assez inédit finalement, puisqu'on a de la visibilité. On sait que le coup de pouce, il est en vigueur et qu'il va durer jusqu'à la fin de la 5e période, en l'occurrence le 31 décembre 2025. Donc ça, c'est plutôt très favorable. Je ne suis pas inquiète sur la partie liée aux aides. Sur la partie liée à l'efficacité, je pense que là, en revanche, il faut qu'on se pose quelques instants pour se poser la question. On aurait peut-être pu inviter Bruno Le Maire, d'ailleurs, puisque c'était quand même le sens de son discours lundi, peut-être même à penser qu'il y a une petite frustration de sa part et que c'est en ce sens qu'il est intervenu parce que vous ne l'avez pas convié aujourd'hui. Mais bon, on va pas... Oui, c'est ça, on est d'accord. Au téléphone, il était très vexé. On est d'accord qu'il a anticipé cette table ronde dans son discours de lundi. L'efficacité, en fait, je pense qu'il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qu'on entend par une aide efficace? Est-ce qu'une aide efficace, c'est finalement une aide qui va permettre le passage à l'acte? Ça pourrait. Est-ce que c'est finalement une aide qui va véritablement apporter des économies aux consommateurs et donc une réduction de consommation sur sa facture? Ça pourrait. Comme interpellé un monsieur tout à l'heure dans la salle, est-ce que finalement l'efficacité d'une aide, c'est pas aussi pour permettre d'orienter vers un produit plutôt qu'un autre et de privilégier la qualité? Bien évidemment, la réponse, elle est plurielle. Et donc, l'idéal, ce serait qu'on ait tout ça. J'avais une petite slide, je ne sais pas s'il est possible de la passer. Et sans étonnement, c'est la même que vous, Madame Pierre, puisque je ne vais pas inventer les chiffres du ministère. Au moins, on est sur des bases stables. On parle de la même chose. Au moins, on est cohérent. Tout va bien. Ça a été dit. Ce qui est important de regarder, je pense que c'est la question de la décroissance à partir du mois de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on était sur un système d'aide qu'on pouvait estimer être efficace? En tout cas, au niveau de la limitation du reste à charge, on était bien. Et sur le reste, on verra. Mais en tout cas, il y avait ce déclenchement, cet engagement de travaux. Et puis là, on voit que, paf, à l'été, il s'est passé quelque chose. Les travaux ont sensiblement diminué. Et ça a été dit ce matin à plusieurs reprises. On n'est pas reparti encore dans la dynamique. Donc, qu'est-ce qui explique ça? Voilà, qu'est-ce qui explique ça? Bon, plusieurs choses. Il y a un point sensible quand même, qui est la réforme des aides qui a été annoncée juste avant l'été et qui a créé, de notre point de vue, en tout cas, un mouvement d'attentisme qui est pas malsain en soi, mais il y avait cette envie de se dire en 2024, ça va être mieux. Ça va être mieux, donc bon, je vais attendre et puis je vais voir. Et le problème, c'est qu'on est arrivé début 2024 et que finalement, ça n'a pas été mieux. Ça a même peut-être plutôt été moins bien et que pour plein de raisons, et vous l'avez très bien évoqué, il y avait cette volonté, il y avait cette ambition qu'on ne peut pas non plus, qu'il faut assumer, mais c'est pas la filière, mais il n'y a pas eu une réponse satisfaisante pour les Français. Le fait de libérer finalement l'obligation du DPE doit permettre de redonner une impulsion. Mais je pose tout de suite une première question. Ce sont des annonces qui sont accueillies avec beaucoup de bienveillance, je pense, par la majorité d'entre nous, qui sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. OK, et après? On va retomber dans la même difficulté, dans la même problématique que ce qu'on connaît actuellement, où on a comme ça, c'est pas que des annonces, mais des mouvements sur lesquels on a une toute petite visibilité, et puis après, on ne sait pas. Alors peut-être que les règles du jeu vont continuer, peut-être que les règles du jeu vont changer, et je l'ai déjà entendu dans la table ronde juste avant, et je me permets de le redire, ce n'est pas possible. Pour que des professionnels travaillent correctement, avec de la visibilité, avec des investissements, c'est vraiment extrêmement compliqué de se dire à l'instant T c'est comme ça, et à l'instant T+1, on ne sait pas.
Donc c'est un appel que tout le monde vous fait, hein, et je connais la difficulté et je ne suis pas là pour critiquer quoi que ce soit. Mais c'est vrai que cette notion de pluriannualité, la chance que l'on a sur les C2E, c'est en effet d'avoir un petit peu plus de visibilité, mais il y a quelque chose véritablement à travailler. Et puis pour pas trop monopoliser la parole, mais je voudrais quand même peut-être vous livrer un secret de polichinelle. Finalement, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? Et vous êtes bien mieux placé que moi, d'ailleurs, pour le dire. C'est qu'on a un regain d'intérêt pour des dispositifs, notamment des chaudières fioul, des chaudières gaz, qu'on avait plutôt vu en tendanciel partir, et qui, là, ont vraiment repris du poil de la bête depuis quelques mois, parce que nous sommes sur une instabilité et une difficulté d'appréhension des aides. Vous voulez dire que si on prenait... les travaux engagés qui poussent les chaudières gaz et fioul, en fait, on serait complémentaire de celles-ci? Non, quand même pas. Non, j'irai pas jusque-là. Ouais. Heureusement, vraiment, et je pense que les organisations professionnelles pourront le dire. Mais il faut avoir conscience qu'on a des professionnels qui se détournent des mécanismes d'aide au motif qu'ils changent trop souvent, qu'ils apparaissent trop complexes, et qui préfèrent préconiser, accompagner leurs clients sur des dispositifs qui ne sont pas de l'intérêt de la décarbonation, mais qui finalement vont leur permettre d'avoir beaucoup moins d'embêtements, de solutionner la question du reste à charge, parce qu'il n'y a pas de question d'aide finalement. Donc c'est une voie de facilité, et je trouve ça extrêmement dommage, voire dommageable, qu'on en tombe dans la facilité, parce que justement, nous n'arrivons plus à aller chercher cette efficacité. Merci Florence donc pour cet aperçu de la part du GPC2E. Avec vous maintenant, messieurs Housset et Rancurel, donc respectivement de la FFB et de la CAPEB, donc les représentants des entreprises du bâtiment. Quels sont effectivement le regard que vous portez sur l'évolution des dispositifs d'aide, leur efficacité, et voir comment est-ce qu'on pourrait les améliorer? Je crois que vous avez d'ailleurs eu l'occasion d'en discuter avec le fameux ministre qui, à défaut d'avoir pu venir, s'est entretenu et donc a fait quelques annonces lundi. Oui, donc déjà pour rappeler l'UMGCCP, derrière ce nom qui peut paraître barbare, donc c'est l'Union des métiers, donc de la couverture, de la plomberie, et donc voilà, l'ensemble du génie climatique de la Fédération française du bâtiment. Déjà, premier point, je vais éviter d'être redondant avec tout ce qui a été dit, et effectivement, Florence a vraiment donné les grandes lignes de la difficulté pour obtenir cette efficacité des dispositifs. En premier lieu, il faut quand même se réjouir d'une chose, c'est que, et je laisserai mon confrère Jean-Claude Rancurel de la CAPEB s'exprimer également là-dessus, mais déjà on peut se réjouir, c'est que pour une fois, non seulement on a été écouté, mais on a surtout été entendu. Parce que c'est une vraie problématique de fond dans tout ça, c'est que bien souvent, il y a des concertations, il y a des consultations. Régulièrement, je rencontre des membres de la DGEC, dans les ministères, etc. Et malheureusement, nous qui sommes quand même sur le terrain, on sent les choses. On voit comment se comporte le consommateur. On voit bien comment ça se passe sur le terrain. Et je trouve que nous n'écoutons pas suffisamment les remontées du terrain. C'est-à-dire qu'on vient imposer des choses, finalement. Nous, on l'avait vu venir, hein, cette problématique démarre. Je pense que tout ça part d'un super bon sentiment. Et encore une fois, on a changé de métier. Aujourd'hui, on n'est plus chauffagiste, on est décarboneur. Et comme j'aime à dire, dans décarboneur, il y a bonheur. Mais le problème, là, le bonheur, il n'est pas dans le pré, parce que finalement, tout est coincé. Donc, ça pose question. Alors, on ose espérer, alors on attend les décrets, hein, bien évidemment, de tout ce qui a été promis la semaine dernière auprès de nos présidents respectifs. Il faut vraiment qu'on débloque la situation, et de manière importante. Malheureusement, oui. Qu'est-ce qui vous a été promis ? En fait, ça a été indiqué tout à l'heure de façon assez précise, hein, par la DGEC, puisque effectivement les choses indiquées, le fait que par geste on n'ait plus besoin systématiquement de faire un DPE, ça va permettre quand même de libérer un certain nombre de dossiers, parce que ce DPE finalement il part aussi d'un bon sens. Il faudra peut-être y revenir, mais le DPE aujourd'hui est critiquable dans son mode déjà de calcul. Il est remis encore
encore en question. Donc attendons d'avoir un DPE qui soit fiable et stable et reconnu là aussi. Et le terme de stabilité, il a été évoqué déjà à plusieurs reprises ce matin. J'entendais M. Moser qui parlait de stabilité avec la vision européenne, mais cette stabilité, on ne demande que ça en France, et ça fait des années qu'on demande cette stabilité au niveau des propositions. Parce que qui dit stabilité, ça veut dire compréhension par les consommateurs, compréhension par les professionnels, alors que là on est arrivé à une espèce d'érosion finalement. Les particuliers que nous rencontrons nous au quotidien dans nos métiers, ils comprennent plus rien. Et puis même les professionnels, effectivement, ils sont aussi dans une position où ils savent plus où on en est. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'a dit Florence tout à l'heure, et malheureusement je confirme les propos de Florence en disant on est en train de revenir vers un regain d'installation d'eau chaudière. Parce que les gens ils disent on comprend plus, on n'est pas sûr d'avoir des aides, les installateurs se détachent du truc, et c'est malheureux parce qu'on a eu une année 2022 qui a quand même été assez exceptionnelle, on a vu les chiffres tout à l'heure, 2023 où ces espèces de changements finalement d'annonces n'ont pas forcément été bien interprétés, avec encore une fois, et ça me semble vraiment important, et j'espère que, j'ai envie de dire que ce qui s'est passé avec ces dernières rencontres avec les ministres et nos organisations professionnelles serviront un peu de jurisprudence quelque part à ce qu'on soit pas seulement écouté, mais plus entendu dans les concertations. Parce qu'encore une fois, nous ne sommes pas des freins à la décarbonation. On veut aller dans ce sens. On est là pour ça, d'ailleurs, autour de la table aujourd'hui. Mais pour accompagner, il faut aussi écouter les propositions qu'on vous fait, parce qu'elles ont du sens pour pouvoir fluidifier et qu'on soit en efficacité des dispositifs. C'est vraiment ça le sens final du sujet. Et puis, il y a un sujet qui n'a pas été indiqué, là, je ne veux pas être redondant avec ce qui a été dit, mais c'est dans l'équation de la problématique également de ces aides, qui dégrade finalement cette efficacité, c'est qu'il a fallu lutter quand même l'année dernière, et là pour le coup ça n'a pas été simple, contre l'écodélinquance. C'est-à-dire qu'on a vu l'année dernière, et ça a été un vrai frein à tout le système, c'est qu'il y a eu une montée en puissance de l'écodélinquance, mais c'était des quantités de dossiers malheureusement, et là il y a eu une vraie mobilisation dès l'année dernière avec les services de l'État, et que je tiens également à remercier la GCRF, on a parlé de la MICAF ce matin, et les services de Bercy, parce que cette concurrence déloyale, c'est aussi un phénomène où nos installateurs qui font le boulot, qui font les formations RGE, qui s'investissent dans leur travail, se disent mais à quoi bon finalement? Parce que moi j'essaye de faire tout bien dans le bon sens, et puis à côté de ça, il y a des structures, parfois même à l'étranger, on a pu le constater, qui finalement viennent tout mettre par terre parce que ils font n'importe quoi avec ce phénomène du 1 euro qui malheureusement a beaucoup dégradé aussi la situation. Voilà, donc j'ose espérer que cette remise à plat, ces échanges qu'on a eus avec le ministère la semaine dernière vont permettre, une fois ces décrets sortis, qu'on puisse reprendre les choses dans le bon sens, continuer à travailler la lutte contre l'écodélinquance, parce qu'on ne fera pas de réussite et d'une bonne efficacité pour les dispositifs si en même temps, je veux dire, pour le coup, en même temps, on ne lutte pas efficacement contre l'écodélinquance. Voilà ce que je peux en dire sur le sujet, et je vais laisser la parole à Jean-Claude mon confrère s'exprimer. Au-delà des constats, est-ce que vous partagez les mêmes espérances que Pascal Housset? J'ai une heure pour conclure, parce qu'on a beaucoup de choses encore à dire, les installateurs. Effectivement, alors, je voudrais dire d'abord en préambule, je vais m'exprimer en porte-parole des artisans et également des clients. Ça, c'est très important parce que je crois que dans tout ce truc, on les a beaucoup oubliés. Et les artisans, Pascal le sait bien, on est en contact direct. Moi, ça fait 46 ans que je fais le métier, 46 ans je côtoie tous mes clients, et 46 ans je sais vraiment ce qu'ils ont besoin. Effectivement, entre la préparation de cette table ronde et aujourd'hui, il y a eu quand même la journée du 8 mars. Pascal l'a dit, et certains artisans qualifient la journée du 8 mars comme historique. Je serai un peu plus modéré, j'attends la réécriture un peu de tout ça. Vous disiez, parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a fait déjà la liste ici. La liste, elle est très importante. Et je pense que la plus importante, c'est de revenir sur le monogeste. Monogeste, c'est important. On a toujours fait du monogeste, ça marchait bien. Le MaPrimeRénov'
Et les C2E, pour faire du monogeste, pour faire même de la rénovation globale, on en a besoin. Certes, il y avait 2 piliers, on le voyait venir, ça n'allait pas marcher, puisque il y avait une instabilité, ça a été dit, qui était mise en avant. Et là, on sait, lorsqu'il y a de l'instabilité, nos clients, ils sont dans l'expectative. Et ça, on a pu le remarquer. Ça n'a pas marché parce qu'on est dit, il y a un truc qui va être réformé, qu'est-ce qu'on va nous faire? Et le premier truc, et là, je fais le porte-parole des clients. Quand je présentais aux clients, je dis, avant de faire quoi que ce soit, vous allez sortir de l'argent pour faire un DPE. Et après, on verra. Vous aurez des aides ou pas. On a des grosses difficultés, même on ne le fait pas payer nos devis. Moi, je vais dire à un client, d'abord, vous allez faire payer. Mais à qui je donne cet argent-là? À qui vous voulez voilà. Il y avait des inconnus. Et encore une fois, le client a une confiance, mais je dirais quelquefois aveugle, à son artisan. Et je voudrais rappeler que la rénovation, la décarbonation de ce pays se fera avec les artisans ou ne se fera pas. On l'a dit, si le marché, si on n'avait pas fait toutes ces évolutions, si on n'avait pas mis, justement, si on n'avait pas fait évoluer ça, qu'on n'avait pas une réforme de RGE, c'est pas tout à fait le RGE, il reste, mais on avait ouvert la porte au non-RGE, parce qu'elle a dit, les entreprises qui étaient sorties, il faut les remettre sur le marché de la rénovation énergétique. Tout ce qui a été dit, la simplification des dossiers administratifs, la mise en place de voies d'accès, la qualification, la validation des acquis. Alors ça, on l'entendait on l'attendait, c'est pas de nous. Ça a été fait du gouvernement, ça, alors moi je dis bravo, parce que la validation des acquis, on le demandait, mais qu'on soit reconnu pour des acteurs compétents. Encore une fois, la plupart d'entre nous, on est sur le marché de la rénovation énergétique depuis des lustres. Moi, depuis 16 ans que je suis dans le métier, je fais de la rénovation énergétique. Alors, ça n'a pas l'ampleur que ça a aujourd'hui, ça n'avait pas le mot de rénovation énergétique, mais au fur et à mesure des RT, des réglementations thermiques sortaient, on mettait de la laine de verre 5 cm, 10 cm. Alors j'ai dit la laine de verre comme j'aurais dit autre chose. On a évolué, on faisait de la rénovation énergétique sans le savoir finalement. On changeait les vieilles chaudières, on mettait les chaudières performantes. Moi, ma première pompe à chaleur, quand même, je l'ai posée il y a 30 ans. Il y a 25 ans, j'ai posé un chauffe-eau solaire. Donc on est des acteurs. Et d'un coup, là, et bien, comme dit Pascal, ça nous a échappé, ça a été capté par des opportunistes, voire même, le plus souvent, des éco-délinquants. Et là, mes collègues me disent, ou mes clients disent, mais pourquoi, finalement, je te ferai travailler alors que je peux faire un truc à 0 à 1 euro. Et c'est là qu'il faut jouer. Le client, même si on a toutes les aides qui sont là, le reste à charge est très important, et il ne faut pas l'oublier, le client, parce que c'est lui qui paye le reste à charge. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous m'en pardonnerez. Je veux tellement en dire à la fois que je perds un peu le fil. Oui, donc le reste à charge est très important. Et enfin, ce reste à charge peut être important et il faut penser à ce reste à charge. Donc le monogeste qui était remis dans le cadre de justement de la rénovation énergétique avec la pose de pompe à chaleur, ça c'est important. Il y a quelque chose que je voudrais dire. Aujourd'hui, mes clients, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi, pour avoir des aides. Et d'ailleurs, les aides, c'est maintenant dans l'esprit d'un client, on ne fait pas de la rénovation énergétique, on ne change pas sa chaudière, on ne fait pas de l'isolation sans toucher des aides. Donc ça, c'est la première des questions. Pascal peut le confirmer. Je veux changer ma chaudière, je veux isoler. Qu'est-ce que j'ai droit comme aide ? Donc c'est rentré dans le... Donc là, il faut le faire avec. On a eu une évolution aussi de la clientèle dans ce sens-là. C'est plutôt positif que les gens comprennent que pour pouvoir être plus c'est positif, mais ça a quelque peu transformé notre métier. Avant, c'était on proposait des solutions techniques. Quand on proposait des pompes à chaleur, on proposait des systèmes économiques. La décarbonation est venue après. Moi, lorsque j'ai posé ma première pompe à chaleur, on ne parlait pas de décarbonation, on parlait d'économie d'énergie, mais c'était très lié. La réglementation thermique depuis les années 70, c'est l'économie d'énergie, donc d'où une forme de décarbonation aussi. Bon, ce que je veux dire, c'est que mes clients ne comprennent pas lorsqu'ils ont, et je suis confronté à ça, une chaudière qui tourne, qui marche, qui fait son service, qui lui fait l'eau chaude. Il me dit... Et qui me dit, si je mettais une pompe à chaleur, oui, pas de problème. Et qu'est-ce que
Qu'est-ce que j'ai droit comme aide? Déjà, il faut enlever votre chaudière et mettre une pompe à chaleur, et là, vous aurez des aides. Ah bon, mais si je mets une pompe à chaleur, je suis obligé d'enlever mon chaudière? Oui. Là, il faut vraiment, vraiment penser sur la l'hybridation des systèmes existants. On a tout à gagner. On a tout à gagner pour, je dirais, mettre un boost sur le marché de la pompe à chaleur immédiat. Moi, je peux vous dire aussi ça, on permet d'avoir des aides. Je vous l'accorde que peut-être il faut ajuster les aides. Peut-être un niveau d'aide inférieur à une pompe à chaleur hybride complète, une pompe à chaleur. Mais ça mettrait un boost à la pompe à chaleur. Oui, il y a donc les couplets l'une derrière l'autre. En Oui, fait. tout à fait. Surtout que les fabricants aujourd'hui ont des pompes à chaleur avec la régulation hybride intégrée. Après, il faut voir, on peut faire du délestage. Le délestage, c'est important pour le pic hivernal de consommation. On peut tester à voir les modalités d'application pour l'hybridation des systèmes existants. En tout cas, il faut mettre des aides là-dessus. C'est une demande réelle. On ne comprend pas. On a une loi quand même anti-gaspi. Et moi, je vous conseille à tout le monde d'aller sur le Bon Coin. Vous tapez chaudière fuel, chaudière gaz, il y en a des milliers en vente. Ce n'est pas mis à la poubelle. C'est revendu. Il y a un marché parallèle de la chaudière d'occasion. C'est inadmissible. Permettons à ces clients de garder éventuellement la chaudière fuel, la chaudière gaz qui semble fonctionner correctement. Mettons une pompe à chaleur. Dans le parcours, ça a été dit, de rénovation geste par geste, au bout d'un moment, quelques temps avant, quelques temps après, on a dit le parcours, c'est très important. On ne peut pas faire de la rénovation souvent vraiment globale. Moi, j'en fais de la rénovation globale. Quand c'est des locataires, quand le locataire est parti, et là, on fait une rénovation globale. Ça prend des semaines, voire des mois. Il faut qu'il n'y ait plus d'occupants. Donc, on fait du geste par geste, petit à petit. On hybride un système existant. 1 an, 2 ans après, on va isoler. La chaudière, on n'aura plus d'utilité. La puissance de la pompe à chaleur sera assez suffisante. Ben, on fout la chaudière à la poubelle. Et là, on la met à la poubelle. Vraiment, on la met à la poubelle. On dit au client, là, votre chaudière, elle n'a plus lieu d'être, on la met à la poubelle. On va essayer de la recycler quand même, néanmoins. Mathilde Pierre, à votre avis, oui, excusez-moi, je reviens beaucoup sur le recyclage. Est-ce que je peux me permettre juste d'abonder là sur les, c'est important sur les propos de Jean-Claude. Moi, j'abonde complètement sur ce qui vient d'être dit. C'est un vrai constat sur l'ensemble du territoire. Et moi, je tourne régulièrement dans les territoires voir mes confrères installateurs de terrain. Et cette remontée-là, je l'avais encore cette semaine. Les installateurs ne comprennent pas qu'on puisse parler de décarboner et de mettre à la casse, ou pas, des chaudières parfois qui ont 2 ans, THPE, qui ont été subventionnées, et qu'on soit obligé de mettre à la casse pour mettre une PAC. On sort complètement du périmètre environnemental, c'est-à-dire qu'on demande aux industriels de justifier dans la durée de vie d'un produit, la vie carbone, j'ai envie de dire, du matériel. Il y a quand même un non-sens. Alors on ne parle pas énergie, hein, on est d'accord. On parle décarbonation, on parle de la vie produit qu'on met en commercialisation. Et ça, on voit bien que, et ce qu'a dit Jean-Claude, j'abonde aussi, c'est que finalement, dans le parcours de gestes vertueux de rénovation, effectivement, les critères, ça serait quoi? Une chaudière THPE, gaz, moins de 10 ans, un état minimum de 93%, avec bien sûr un entretien qui va bien avec. Ça va de pair, on en parlera cet après-midi. Roland, deuxième pub. Hein. Et là, on peut effectivement, lorsque l'isolation a été faite, ITE, changement de fenêtre, isolation des combles, eh bien effectivement, mais c'est ce qui se passe déjà. Hein. Là où on faisait, parce que c'est pas nouveau l'hybridation, on le faisait, on n'en parlait pas, effectivement on donnait pas spécialement de nom aux choses, mais c'est ce qu'on faisait déjà dans les années, début des années 2000, on faisait de l'hybridation. Et quand les gens avaient effectivement fait leurs travaux d'isolation, on retirait les chaudières. Donc on le faisait, on sait le faire. Et en plus aujourd'hui ça se fait beaucoup plus facilement. Voilà. Donc il ne faut pas, c'est pas un gros mot l'hybridation. Et d'ailleurs, en discutant avec mes confrères européens, ça se fait très bien dans d'autres pays d'Europe, en suivant les normes européennes qui arrivent chez nous, et ça fonctionne. Donc c'est pas un gros mot, c'est pas la crainte de se dire ah ouais mais là on va financer finalement une PAC, et puis ils vont utiliser leur chaudière.
donc on va rien décarboner. Non, c'est faux. Faut arrêter de penser ça. C'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est on met une PAC, au lieu de mettre une PAC justement, parce que qu'est-ce qui se passe inversement? On continue sur du F ou G là, à mettre des PAC, on va mettre des PAC conséquentes, et une fois que c'est isolé, finalement, la PAC, elle sera surdimensionnée. Alors que là, par le modèle hybridation, c'est l'inverse qui se passe. On met une PAC qui va justement être la bonne correspondance au moment où on enlèvera la chaudière, puisque l'isolation sera faite. Et là, on est sur un parcours vertueux. Là, on est sur un parcours vertueux de décarbonation. Voilà. Alors, c'est important. On a bien compris, messieurs, que vous étiez effectivement favorables à l'hybridation. Moi, j'ai envie de poser la question à Mathilde Pierre et à Florian Vojani. Est-ce que de tels dispositifs, effectivement, d'évolution dans la durée, c'est compatible avec la trajectoire plus globale de dire en 2050, c'est fini, on est neutre en carbone? Alors, effectivement, donc cette idée de l'hybridation, c'est une idée donc qu'on entend, enfin dont on discute notamment. Enfin voilà, il y a des acteurs du gaz qui en discutent avec nous. Également, ouais. À ce stade, on est assez prudent pour diverses raisons. Déjà parce que on a une certaine enveloppe budgétaire dans MaPrimeRénov' et on cherche à cibler les aides vers les travaux les plus performants. Et donc pour nous, le remplacement d'une chaudière existante, c'est la garantie qu'on décarbone, enfin on se passe du fossile dans les logements concernés. Et donc on a une garantie d'efficience d'un point de vue de l'aide publique. Donc voilà, il y a déjà cet aspect-là. Après, il y a un sujet de qualité. Si c'était quelque chose à envisager, il faudrait s'assurer qu'il n'y ait pas d'éco-délinquance en fait et de problèmes de qualité dans les pompes à chaleur installées. Excusez-moi de couper, mais ils n'iront pas là-dessus parce que c'est trop compliqué pour eux. Ça, ils feront pas justement. Voilà, toute la difficulté est de bien dimensionner dans le cadre de l'hybridation les pompes à chaleur installées. Enfin, on a de l'historique. Là, j'ai entendu quelqu'un parler du Perche sur d'installation de pompes à chaleur sous-dimensionnées en hybridation. Et puis, il y a le sujet que vous évoquez de la dépendance au gaz. Effectivement, la question c'est sur le long terme, généraliser l'hybridation dans tous les logements, c'est sans doute pas compatible avec la stratégie d'atteinte de la neutralité carbone, puisqu'en fait, on doit réduire quand même drastiquement le gaz dans les bâtiments. Donc, c'est un peu toutes ces questions-là, voilà, qui sont sous-jacentes et finalement qui sont difficiles à régler et arbitrer. Voilà, sachant que sur le gaz, le sujet est encore plus complexe puisqu'il y a aussi la question du réseau gazier, de son équilibre économique, etc. Donc voilà, c'est des sujets qui sont particulièrement complexes. Donc à ce stade, on est plutôt prudent sur le sujet. Florian Vojani. Oui, après, pour compléter sur la question du gaz, enfin, du coup, je refais la publicité finalement de la rénovation d'ampleur, parce qu'en fait, cette condition de décarbonation, elle n'existe pas en fait dans la rénovation d'ampleur. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de maintenir son système de chauffage au gaz, puisque l'objectif en fait de ce dispositif, il est surtout d'insister énormément sur l'isolation thermique, voilà, pour faire baisser les consommations. Mais il n'y a pas de critères sur les systèmes de chauffage. Donc je me dis que peut-être que c'est aussi une possibilité de valoriser en fait ce dispositif. Alors c'est pas du monogeste, ok, mais en attendant, c'est vrai que cette question du gaz, elle n'a pas été chassée en fait de ce dispositif, à la différence du fuel par contre, effectivement. Mais bon, c'est une autre possibilité. Christophe Thébault, avant qu'on passe le micro à la salle pour prendre des questions, et j'imagine qu'il y en aura quand même pas mal. Juste deux choses. J'ai noté effectivement que M. Rancurel disait le 8 mars, c'est une journée historique. Est-ce que, vous avez le même point de vue sur cette journée du 8 mars? Et de deux, comme ça a été évoqué, l'hybridation, a priori une solution intéressante. Est-ce que c'est aujourd'hui une solution qui est prônée par les acteurs de la pompe à chaleur? Alors deux choses. La journée du 8 mars, on a lu effectivement des annonces, elles ont été reprises tout à l'heure sur une remise en route, une remise en mouvement du geste simple, l'annulation du DPE. Donc nous, on y a vu à l'AFPAC plutôt des bonnes nouvelles. Alors maintenant, on attend les arrêtés et les textes officiels, puisqu'on sait que le diable se cache toujours dans les détails. Donc voilà, on attend de voir l'ensemble des éléments pour être sûr que ça va nous permettre de remettre en route le marché. Mais plutôt quand même des bonnes nouvelles, puisque les personnes qui sont à l'AFPAC et qui sont les OP, les organismes professionnels ont manifestement été entendus, comme disait Pascal. Ensuite, sur la partie de l'hybride, sur la discussion sur l'hybride, moi j'ai envie de dire deux choses.
La première, c'est que quand on parle de pompe à chaleur, on a eu un débat au sein de l'AFPAC sur la PAC hybride et elle a été tranchée. C'est-à-dire qu'une pompe à chaleur hybride, alors on est dans un cas un petit peu différent de ce qui est dit ici, puisque ce qu'on appelle une pompe à chaleur hybride, au sens de la réglementation, c'est une pompe à chaleur dont l'appoint est fait avec une chaudière, mais qui est vendue comme un seul produit. Le débat sur la pompe à chaleur hybride, il a été tranché. Et pour nous, c'est une solution. On a communiqué dessus, on a fait des webinaires pour le faire connaître, et c'est une solution qui est complètement, qui a sa place, je dirais, dans les solutions de décarbonation. Ce que je constate là, c'est qu'il y a effectivement d'autres solutions qui peuvent être poussées et qui, Pascal le disait, existent dans d'autres pays européens. On a un très très bon exemple en Hollande où cette solution qu'on appelle add-on, je m'ajoute à la chaudière existante, c'est une solution qui se vend quasi à parité avec le marché de la pompe à chaleur à point électrique. Donc on a d'autres exemples à regarder, mais là moi j'ai envie de dire ce débat-là il faut l'ouvrir au sein de l'AFPAC. C'est pas un débat qui est tranché, autant sur la PAC hybride il est tranché, autant sur la donne, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde. Je regarde Monsieur le Président là, et puis qu'il faut qu'on regarde et qu'on évoque au sein de notre association. Eh bien, c'est bien, ça nourrit le débat. Allez, je vous propose qu'on passe donc le micro à la salle. Déjà une première question. Donc, Franck Adamayer, je suis toujours président de Sonergia et on finance toujours des travaux d'économie d'énergie. Vous nous avez dit, et j'en suis témoin, que vous aviez vu la baisse des rénovations et notamment de l'installation de pompes à chaleur arriver, notamment avec la réforme des aides de l'ANA. Et visiblement, vous avez eu raison. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le futur ? Vous dites que vous êtes confiant aussi sur MPR grâce aux avancées que vous avez obtenues avec les ministres. Mais est-ce que vous êtes complètement confiant sur le fait que les deux dispositifs, C2E et MPR, dans les mois à venir, vont pouvoir continuer à financer l'installation de pompes à chaleur ? Ne voyez-vous pas poindre un petit problème sur les certificats d'économie d'énergie ? Et ma question est à l'attention de Florence Liévin. Merci Franck. C'est mon employeur, hein, qu'on se le dise entre nous. Je voilà, pense que pas la de fausse question note, est Florence. plus pertinente pour Madame Pierre. Oui, non, c'est vrai qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé dans mon intervention, qui est celui de la question cruciale du cours des certificats d'économie d'énergie. On est sur une mécanique de marché. Et en effet, je pense que c'est à ça que tu fais référence. En effet, on a une baisse sensible du cours des C2E. C'est la baisse la plus importante. Et je ne veux pas dramatiser quoi que ce soit, mais c'est la baisse la plus importante qu'on ait connue, en tout cas depuis qu'on a des statistiques journalières sur le cours des certificats d'économie d'énergie, puisqu'on a perdu 1,60 € précisément en un peu plus de 2 mois. Sur combien ? On était à quasiment à plus de 8,50 et là on est à 7,18. 7,16 même hier précisément sur le C2E en classique, en spot. Bon, on rentre dans des choses extrêmement précises et c'est pas complètement l'objet, mais je pense que ce que touche Franck Adamayer du doigt est quand même important. C'est qu'en effet, pour que ça fonctionne bien, il faut, et on l'a dit, que les deux dispositifs d'aide fonctionnent bien. Il y a une grosse focale qui a été mise sur MaPrimeRénov', elle était nécessaire. Il y avait une forme de goulet d'étranglement qui avait été perçu. Il faut qu'on regarde avec attention, en effet, ce qui se passe sur les C2E maintenant, et voir dans quelle mesure, collectivement, il est possible d'enrayer cette baisse du cours, parce que rien ne serait pire que de se retrouver dans la situation qu'on a connue à l'été 2022, à savoir qu'on avait connu une telle baisse du cours que nous n'étions plus, tout simplement, en mesure de proposer le coup de pouce chauffage. Et si on revient sur les chiffres qui étaient affichés, globalement pour des ménages très modestes, la partie C2E, c'est 40% de l'aide qui est délivrée, et de l'autre côté, on a MPR. Donc on n'est pas sur la moitié des aides délivrées, mais pas loin quand même. Donc très bien qu'on ait cette vigilance sur MPR. On a solutionné tout ou partie du problème. Attention, parce qu'on a un nouveau problème devant nous, pour le moment, dont on ne parle pas, et il ne faudrait pas, en effet, que le début de dynamique que l'on pense se voir amorcer du fait des annonces du 8 mars soit totalement annihilé, parce que de l'autre côté, l'autre jambe du mécanisme d'aide n'est plus, lui, efficient. Christophe Thébault. Juste pour rebondir, effectivement, quand on parle de la stabilité des aides, on se rappelle, si je reviens à l'historique du début, ce qu'a fait démarrer le marché de la rénovation, c'est le coup de pouce, c'est les C2E. Donc on a effectivement une très très grosse focale sur MaPrimeRénov', puisque
dans les analyses qu'on a fait il y a quelques mois, c'était les doutes autour de ces évolutions de mécanismes qui ont certainement amené de l'instabilité du marché. Mais on parle bien, quand on parle de stabilité de mécanismes d'aide, on parle des deux. C'est à la fin, de toute manière, ce qui compte, c'est un reste à charge pour les particuliers. Donc je dirais que dans la stabilité, pour moi, il y a effectivement les deux qui sont très importants. Et il y a un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que ces mécanismes doivent être stables, mais quand il y a de l'inflation, ils doivent prendre l'inflation en compte. Donc c'est ce qui a été fait en 2024 avec le plus 1000 ou 2000 euros. Hein, mais en tout cas, il faut aussi, dans cette stabilité, avoir une vraie focale sur le reste à charge des particuliers. Une autre question ? Oui. Alors, on a une devant et également... encore moi, Oliver Young de GCP Europe. La question de l'efficacité des dispositifs d'aide, c'est une question qu'on se pose aussi au niveau européen dans notre association. Et je voudrais livrer quelques réflexions et recueillir vos réactions par rapport à ces réflexions-là. L'efficacité, nous, on la comprend comme comment installer un maximum de dispositifs qui vont réduire les émissions de CO2, qui vont réduire la consommation d'énergie, et comment faire en sorte que cela se fasse de manière, on va dire, exponentielle, comment faire pour que ça se passe sur le temps. Et nouvelle donne qui vient de la crise que nous connaissons, comment faire pour que ça se passe au plus vite. Donc ça, c'est, on va dire, le cas dans lequel on fonctionne. Ici en France, et rassurez-vous, partout en Europe, les dispositifs d'aide sont principalement conçus comme étant à destination de l'utilisateur final, parce qu'on part du principe que si on incite l'utilisateur final, enfin si on lui donne un petit incitant, eh bien ça va permettre de rencontrer les objectifs que j'ai évoqués. On est en train de mener une réflexion assez révolutionnaire par rapport à ça, qui est de se dire, si on a beaucoup d'euros à donner, c'est toujours bien d'en donner à tout le monde. Mais s'il y a une question d'arbitrage qui se pousse, est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant finalement de donner l'aide aux personnes qui installent les dispositifs, donc avoir un mécanisme de bonus vert donné aux installateurs, et que ce bonus serait corrélé finalement au progrès de l'installation, quelle qu'elle soit, par rapport à un progrès par rapport au DPE ou l'équivalent dans certains pays. Donc, de manière très concrète, on a un DPE fait avant quelques types d'installations, modification de chaudière, installation de pompe à chaleur. On l'en fait un après, on voit le delta et on corrèle la progression et aussi dans le temps, parce que le maintien est important, la maintenance est importante, on corrèle ça à une aide financière qui est donnée directement à l'installateur, qui à ce moment-là devient un allié directement des politiques publiques et ne se trouve pas pris en sandwich entre les volontés d'un consommateur qui veut absolument sa prime et les politiques publiques qui veulent une mise en place de quelque chose dont ils ne sont pas capables eux-mêmes d'assurer ça sur le terrain parce qu'on a besoin des installateurs. Voilà la proposition et je serais content d'avoir vos réactions par rapport à ça. Alors, la CAPEB est complètement contre ça, les artisans. Pourquoi ? Ça revient à mettre sous perfusion une profession. Ça a été fait dans l'agriculture et on voit les désastres aujourd'hui que ça peut donner. Donc, complètement contre cette proposition-là. Effectivement, on aide les clients, mais on ne met pas sous perfusion une profession qu'on a vue dans l'agriculture au niveau de la France. Ils étaient 4 millions dans les années 60, aujourd'hui ils ne sont plus que 400 000. Donc nous, on veut garder ce maillage d'artisans au niveau du territoire et on est tout à fait contre pour mettre sous perfusion toute une profession. C'est clair. D'autres réactions peut-être à ce qui a été proposé ? Oui, pardon. Assez séduite en ce qui me concerne sur la partie DPE avant-après et en ce sens qu'il y a la question de l'efficience, comme disait Madame Pierre aussi, de se dire il y a un moment, donner des aides c'est bien, mais de ne pas savoir pourquoi on les donne et à quoi ça conduit derrière, je pense que ça doit nous interroger collectivement. Donc je ne sais pas, honnêtement, s'il faut les donner aux artisans, s'il faut les rendre dépendants et autres, et je ne me prononcerai pas là-dessus. En revanche, je pense qu'intellectuellement, votre proposition, elle est intéressante et c'est, me semble-t-il, un début de ce qui avait été tenté par la France avec cette réforme début 2024, sauf qu'on a, je pense, été peut-être un peu trop vite dans la démarche qu'on a entreprise en se disant on va
obligé à un DPE avant. Bon, on n'obligeait pas au DPE après. Donc déjà, on pouvait aussi se poser la question du pourquoi. Mais comme on l'a très bien dit, il faut qu'en fait, ce soit dans une démarche complètement intégrée et que ce soit totalement transparent pour le client. Donc je pense qu'on a une responsabilité, tous autant qu'on est dans la salle, fabricants, installateurs, distributeurs, obligés, délégataires, de se dire, il y a un moment, ces mécanismes d'aide, il faut vraiment qu'on les pense pour les clients et peut-être qu'on endosse la responsabilité du coup de leur prise en charge et que ce soit uniquement pour le client un sujet de satisfaction et non plus un sujet de complexité de comment je vais l'obtenir. Donc, voilà. Florian Boujani. En fait, je me demandais dans quelle mesure c'était déjà pas en partie intégré dans le dispositif rénovation d'ampleur. Je me fais encore la pub. Parce qu'en fait, finalement, c'est un peu ce principe. C'est-à-dire que j'ai un point d'entrée, j'ai une étiquette, et mon taux d'aide et mon plafond de dépenses éligible, il est corrélé en fait à l'atteinte d'une étiquette. Donc on est bien sur cette logique de delta. On est encore sur la rénovation d'ampleur. Mais en tout cas, elle est déjà cette logique justement d'atteinte. C'est quand même une des nouveautés qu'on avait par rapport aux années précédentes, puisque les années précédentes, on est systématiquement 35% d'économie d'énergie sur les kilowattheures pour MPR Sérénité, Renault Global, je ne sais plus combien c'était, 55. Donc on a basculé dans une logique d'étiquette pure. Pour le coup, ça aussi, ça avait été à beaucoup de discussions qui avaient été faites, notamment avec les tutelles et les filières. Mais en tout cas, cette question de palier, elle est finalement en train d'être presque testée là depuis janvier. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Alors, oui, très rapidement maintenant, parce qu'il y a d'autres questions que je voudrais pouvoir... ça me paraissait important quand même de répondre à la vision des collègues, des confrères européens. En fait, il y a deux sujets dans le sujet. Il y a le sujet du suivi de performance. Donc là, par contre, j'abonde totalement. C'est-à-dire qu'il faut que si on met de l'argent, il faut que l'objectif soit atteint. Donc ça là-dessus, pour nous, il n'y a pas débat. Après, sur le fléchage des fonds, là, c'est un autre sujet. Pour bien connaître le système tel qu'il a été mis en place en France et sa complexité encore, avec c'est à la fois la partie MaPrimeRénov' et C2E. En tout cas, les primes, il ne faut pas qu'elles soient fléchées vers l'installateur. On a vu ce que ça a donné l'année dernière lorsque les entreprises ont tenté de faire l'avance, c'est-à-dire déduction sur devis des aides. Le problème, c'est que pour lutter efficacement contre la fraude, il y a eu un certain nombre d'audits qui ont été mis en place. Rappelons que sur une PAC, on peut avoir jusqu'à 3 audits. Il y a à peu près une PAC sur 2 qui est contrôlée. Alors ça, c'est pour le bien-être, j'ai envie de dire, du consommateur. Mais en même temps, tout ça a fortement décalé les déblocages de Z. Et des annonces qui ont été faites par M. Bruno Le Maire dernièrement nous indiquent qu'il y aura encore certainement des décalages. Donc aujourd'hui, nos entreprises ne peuvent plus. Ça a mis vraiment à plat bon nombre d'entreprises qui ont fait ce processus. Malheureusement, leur trésorerie s'est retrouvée vraiment plus qu'amoindrie, voire asséchée totalement. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas, en tout cas, supporter ce modèle-là pour nos entreprises. Donc, le fléchage doit rester soit vers le client final, voire les structures intermédiaires qui ont les structures financières qui permettent de l'absorber. Voilà. Mais mesures de performance, oui. Christophe Thébault, très rapidement. Très rapidement, mais ça permet quand même de rebondir. Alors on va essayer de ne pas être schizophrène parce qu'un DPE avant, un DPE après, c'est en gros on est monté un peu au créneau en disant pas des DPE partout parce que c'est compliqué. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est par contre dans le cadre d'une réno d'ampleur où là on peut mesurer le résultat qu'il y a eu sur les travaux entre avant et après. Alors là je dirais à l'AFPAC qu'on est très très preneur parce que quand on regarde dans un DPE aujourd'hui le geste qui fait gagner le plus d'étiquettes quand on fait une rénovation, c'est la pompe à chaleur. Une pompe à chaleur hybride, c'est 1 classe et demie, 2 classes de gagné. Une pompe à chaleur à point électrique, c'est 2 classes à 2 classes et demie de gagné. Donc mesurer l'efficacité avec un outil tel que le DPE avant et après pour du financement, ce qui revient effectivement, je pense, à l'ampleur, on est tout à fait pour. Et ça me permet juste de passer un dernier message, en tout cas en ce qui concerne l'AFPAC. On voit que là, pour l'instant, on a une visibilité de l'évolution des aides sur 2024, quid de 2025. Et dans ces cas-là, nous, on aura une demande. Dans la réno d'ampleur aujourd'hui, il n'est pas exigé de remplacer le générateur. Vu l'efficacité de la pompe à chaleur, quand on fait l'écart de DPE entre avant et après, je pense qu'il faudrait qu'on se remette autour de la table pour discuter de ce point-là pour la réno d'ampleur à partir de 2025. Et donc ça veut dire de systématiser
l'installation de pompes à À chaleur. partir du moment où un des gestes les plus efficaces de rénovation énergétique, c'est de remplacer par exemple une chaudière fuel par une pompe à chaleur, qu'elle soit hybride ou pas d'ailleurs, eh bien quand on fait une réno d'ampleur, que ce geste soit intégré. Aujourd'hui, les mécanismes qui sont prévus, le remplacement du générateur n'est pas demandé. C'est clair. Donc et en ça même me temps, paraît être une demande qu'il faudrait rediscuter. est parfaitement légitime s'agissant en plus de l'AFPAC. Une question, effectivement, encore, et puis on n'a plus que 2 questions, je suis désolé, Oui. Après on risque vraiment beaucoup de déborder, sauf à ce qu'on aille très très vite. On va aller très très vite. Moi, je voudrais venir en appui de ce qu'ont dit messieurs Housset et Rancurel sur le fait qu'il ne faut pas discréditer ce qu'on appelait à l'origine, et c'est de ça que la pompe à chaleur est née, de l'opération Perche. Pompe à chaleur en relève de chaudière dans l'habitat existant, et que c'est, je dirais, incroyable de discréditer cette solution-là aujourd'hui, alors que le client peut avoir une chaudière qui n'a que quelques années et qui est encore en état de marche, et que du coup, il ne mettra pas de pompe à chaleur parce qu'on ne lui donnera pas d'aide s'il garde sa chaudière. Ça, je trouve ça une aberration totale. La pompe à chaleur, elle est née de Perche. Ça, c'est le premier point. Puis un deuxième point, mais un point de détail, sur le suivi des résultats. C'est bien de faire un suivi des résultats, mais j'ai simplement une petite remarque là-dessus. Savez-vous quel est le premier usage qu'un client fait de ses économies d'énergie? Non, allez-y. C'est de se donner un peu plus de confort. Bien. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien. Super. Eh bien, écoutez, bon, donc c'était pas vraiment des questions, mais plutôt des réactions. Donc, je vous propose effectivement qu'on prenne une question à suivre. Bonjour, Thien Yu, gérant l'entreprise Énergie 71, un installateur basé en Bourgogne. J'aurais une remarque à faire et puis deux questions pratico-pratiques. La remarque, c'est sur certains chantiers, on est contrôlé 3 fois, les contrôles de l'organisme de certification, ANA et les C22. Ce serait bien qu'on puisse avoir un contrôle uniformisé ça pour le bilan carbone, pour notre organisation de gestion de temps, tout ça, ça serait bien. Et puis sinon, 2 questions pratico-pratiques. C'est donc là, je voulais savoir en fait, Madame Lapierre, le décret d'application, quand est-ce que sous quel horizon ça va être sorti. Là, on a les dossiers en cours. Je voulais savoir, il vaut mieux demander le client d'avoir un DPE ou attendre la sortie décret. Et puis dernière question à Monsieur Bojani, c'est on a des demandes en fait, les remplacements des premières générations de pompes à chaleur qui sont vieillissantes ou qui sont en panne. Et je sais que le coup de pouce chauffage, c'est conditionné par rapport à le dépôt de chaudière gaz au fioul, au charbon. Et je voulais savoir, ma pré-rénov, est-ce que c'est conditionné par ça ou pas? Ou les clients, est-ce qu'ils sont bien éligibles à ma pré-rénov si on remplace sa pompe à chaleur qui sont tombées en panne? Merci. Alors, première question pour Madame Pierre, s'agissant de l'agenda de publication des décrets. Oui, alors c'est imminent puisque les textes ont été envoyés au Conseil national de l'habitat. Si je ne me trompe pas, ça doit avoir lieu tout début de semaine prochaine et donc signature dans la foulée. Donc je pense que c'est imminent. D'accord, donc dans les jours à venir ou les semaines à venir. Alors il faut le temps qu'il soit signé, donc je pense que ça va être d'ici un mois, quoi. D'accord. Et donc les deuxièmes aspects de la question que vous pourrez peut-être rappeler parce que... Oui, je complète Mathilde aussi, même parce qu'il y a les décrets et puis il y a le rendre opérationnel pour l'usager. Parce qu'il y a aussi, il y a quand même une temporalité, ça fait quand même plusieurs mois que l'ensemble de la gestion, que ce soit informatique, doctrine, les équipes en délégation territoriale aussi, qui ont intégré en fait les réformes 2024. Donc il va falloir... puisqu'on est l'opérateur opérationnel, donc il y a aussi ce délai donc ça fait partie des discussions justement qu'il y a à faire. Et la dernière question, je rassure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérification de critères de dépose de quoi que ce soit en fait. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire j'arrive avec un devis, une facture d'une pompe à chaleur, je respecte les critères techniques, je me fais financer la pompe à chaleur. On ne tient pas compte de l'existant. Je crois que nous avions une autre question dans l'environnement de monsieur. Et peut-être que je me trompe, ou en tout cas... Alors, une dernière des dernières, et puis après, je vous propose que nous avancions sur le plan d'industrialisation. Bonjour. Okay. Bonjour. Je vous remercie déjà pour votre échange. J'ai une petite question toute naïve. Au cas où, imaginons si le DPE n'était jamais un sujet. Ça veut dire que ce n'était jamais un débat et à un moment il n'était jamais obligatoire, on l'a remis jamais obligatoire. Est-ce qu'il y aura d'autres raisons pour expliquer la chute du marché de PAC Héros, des raisons qu'on n'a pas évoquées, parce que là on est beaucoup concentré sur les aides, sur le DPE. Est-ce qu'il y a d'autres analyses qui ont montré qu'il y a d'autres raisons effectivement? Est-ce que par exemple le manque d'informations descendantes vers nos clients, nos ménages,
Ça pourrait être une raison. Ou voilà, je pose plutôt une question toute naïve pour un petit peu dire il n'y a pas que les aides, mais peut-être il y a d'autres raisons derrière. Merci. Merci à vous. Bon, déjà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'inflation ne va pas pousser les choses dans le bon sens, manifestement. Ouais, enfin, moi, je me lance. On a parlé d'inflation tout à l'heure et d'évolution du reste à charge. C'est une fois de plus quelque chose qui a nécessairement un impact sur les clients, parce qu'à la fin, le reste à charge, c'est ce qui sort de leur poche. Donc on attend avec impatience la revalorisation qui est annoncée pour 2024. Oui, juste une précision, on n'en a pas du tout parlé ce matin, donc je peux amener l'eau au moulin. Il faut savoir depuis 2 ans, nous avons fait des demandes, donc les professionnels ont fait une demande, c'est qu'avec l'inflation, on a un outil qui s'appelle l'éco-PTZ, et qui a été mis en place par l'État, qui est un très bon outil financier qui permet et qui est porté par les banques. Et d'ailleurs, il y a eu une belle évolution, c'est pas encore porté suffisamment partout, mais c'est un très bon outil parce que ça permet de financer les travaux en grande partie. Malheureusement, les montants n'ont pas été suffisamment revus à la hausse. C'est qu'aujourd'hui, si je veux financer une pompe à chaleur, je suis plafonné à 15 000, en sachant qu'aujourd'hui, les tickets moyens sont plutôt aux alentours de 20 000 euros, avec l'installation, etc., et les prestations qui ne sont pas optionnelles, mais nécessaires pour un bon fonctionnement sérieux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les seuils qui avaient été demandés, alors il y a des amendements qui avaient été faits dans le projet de loi de finances 2024, y compris par des parlementaires de la majorité, et malheureusement, comme vous le savez, on est passé par un 49.3, donc il n'y a pas eu de lecture de ces propositions, malheureusement. Donc je réitère, si on pouvait revoir peut-être dans le projet de loi de finances 2025 une révision de cet éco-PTZ, parce que c'est quand même un superbe outil. Ça permet également aux particuliers de pouvoir attendre ces aides et de financer ses travaux. Et quand il a eu ces aides, finalement, ça lui permet de rembourser ce prêt à taux zéro. Et c'est là où souvent la mécanique se fait aussi de l'association par geste pour arriver à faire de la rénovation globale, parce qu'il enchaîne de cette manière. Voilà. Donc c'est un très bon outil, mais il mériterait d'être révisé à la hausse, en tout cas dans les montants. Merci. Jean-Claude Ancurel, et je propose que ce soit le mot de la fin de cette table ronde. Notre fin qu'on a identifié en ce moment, il y a une petite musique qui dit on va revoir les coefficients d'énergie primaire pour le DPE. Ça, il y a des gros risques là-dessus. On va privilégier, excusez-moi de dire comme ça, mais l'effet Joule, et on va sortir artificiellement quelques passoires thermiques sans rien faire. Donc il faut être vigilant de pas du tout toucher ce coefficient d'énergie primaire. Ça peut être catastrophique pour la pompe à chaleur. Eh ben, c'est le mot de la fin. On ne touche pas au coefficient d'énergie primaire. Merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette table ronde qui visait à éclairer l'efficacité des dispositifs d'aide à la rénovation.